Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Remettre l'humain au cœur des enjeux numériques et de l'artisanat, c'est le challenge de notre invité. Ce soir, rencontre avec Vanina Bernard-Léogne. Nous reviendrons sur sa mission au sein de l'Université de Corse. Nous parlerons du Challenge Pixel Weekend, 48 heures pour créer un jeu vidéo ou un film d'animation. En noir et blanc, nous échangerons sur l'image des jeux vidéo avec Paul-Antoine Colombine. Enfin, développeur Made in Courtiga, rêve ou réalité, on en parlera avec Jean-Baptiste Léonelli. Vanina Bernard-Léogne, bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du rendez-vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors Vanina, vous êtes responsable du pôle innovation et développement à l'université. C'est vrai, c'est exact. de Corse. On a le sentiment qu'il y a toujours eu une appétence pour l'innovation. Alors, c'est un mot auquel peut-être il y a différentes acceptions. Je ne sais pas si moi, je me levais tous les matins en me disant l'innovation, c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que ce qui me paraît important, c'est de faire se rencontrer des gens, des disciplines, et que c'est souvent là que se passe un peu de nouvelles expériences. Et effectivement, ça peut prendre la forme d'innovation. Même en tant qu'étudiante, c'était quelque chose en tant qu'étudiante, qui vous intéressait. En tant qu'étudiante, c'était vécu autrement, c'est-à-dire que c'était un peu une incapacité à choisir entre justement différentes disciplines, puisque j'avais le sentiment que chacune apportait des bouts de réponse à des grandes quêtes de jeunesse, de besoin de compréhension du monde et d'action dans ce monde. Et j'ai jamais été tout à fait capable de privilégier, par exemple, la littérature plutôt que les sciences sociales, des logiques plus liées à de l'action, à l'engagement. Donc c'est un peu au carrefour de plusieurs logiques qu'à mon avis, moi je me définis et que du coup mon action aussi finalement s'élabore. Innover en Corse ou innover à l'extérieur. Vous êtes donc partie. Vous avez fait vos études à Paris, pardon. Oui, alors pas tout de suite à Paris, d'abord plus près, à Nice, ça s'est fait un peu progressivement. Puis après, il y a eu des départs encore un peu plus lointains. En Europe, d'abord avec quelques temps passés en Italie, puis après carrément outre-Atlantique, au Mexique, une grande année au Mexique, et puis des petites aventures aussi, même au Japon, quelques mois. Enfin, autant de choses qui effectivement m'ont permis aussi de continuer à travailler sur ces logiques de frontières, de savoir, de discipline, puisque l'ailleurs est une autre frontière. Et innover en Corse, c'est donc possible. Vous avez toujours eu envie de rapprocher la culture et l'univers de l'entreprise. Il y a plusieurs exemples, en particulier la fondation de l'université, ou encore vos collaborations avec le Fab Lab et des ateliers comme le workshop. Plein de petits exemples. Oui, la culture, en fait, souffre souvent d'une image un peu uniquement, je dirais, patrimoniale. Or, évidemment que la culture, c'est une sédimentation d'œuvres, de pratiques qui se sont forgées pendant des siècles, et j'y suis, et je pense que tout le monde y est très attaché. Néanmoins, c'est aussi de la création, c'est encore des pratiques qui évoluent, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est cette articulation permanente entre, en effet, un patrimoine, une identité, des œuvres, une histoire de l'art, et en même temps, des nouvelles façons de vivre et de créer. Donc décloisonner l'innovation et en même temps l'artisanat. Les deux peuvent se rencontrer. Alors du coup, sur la partie artisanale, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'échelle de production. En fait, que ce soit sur la production de biens manufacturiers ou autres, moi j'ai du mal avec la dimension d'industrie de masse. Et la production de masse, je pense, ça a fait beaucoup de tort, en Corse notamment. On n'est pas du tout adapté à nos échelles, non plus qu'à mon avis aux échelles de communautés humaines en général. Et du coup, c'est vrai que l'artisanat est une méthode de production qui je pense, est respectueuse à la fois du savoir-faire, de la matière première, et qui se souvient que le produit va être utilisé par des véritables personnes qui vont en faire un usage tout à fait particulier. Donc c'est cette chaîne de valeur qui m'intéresse beaucoup dans l'artisanat, en effet, et qu'on essaye de revitaliser, peut-être aussi un petit peu de transformer, de moderniser avec les machines du Fab Lab notamment. Alors, le prochain rendez-vous qui réunit un petit peu toutes ces aspirations, ces trois domaines, c'est le Pixel Weekend. Un challenge qui est dédié à l'univers numérique. Expliquez-nous en quoi ça va consister.
Alors c'est un petit coup de folie qu'on se permet collectivement, mais c'est peut-être aussi un peu notre rôle, d'être ce laboratoire qui teste des choses. Et donc le Pixel Weekend, en effet, ça va être une compétition un peu particulière, puisque comme vous l'avez dit, on va proposer à des participants de toute la Corse, puisque ça n'est pas couvert à l'université. Voilà. Donc le but, ça va être en temps très contraint, puisque même pas tout à fait 48 heures si on regarde vraiment la montre, pour faire un jeu vidéo, en effet, en équipe, malgré tout, ou un micro-métrage d'animation, sachant que ça n'est guère plus aisé, voire même c'est plus difficile, en fait, si on regarde bien. Donc, un énorme challenge, vous l'avez dit, puisqu'on n'a pas forcément toutes les compétences sur le territoire. L'université ne forme pas encore véritablement ces profils très spécialisés. Néanmoins, on veut faire le pari que ce serait un secteur tout à fait prometteur pour la Corse, puisqu'il est au carrefour, donc, de la dimension technique, technologique, et que là, on forme quand même de plus en plus de compétences un peu pointues. Et qu'en face, il y a toujours cette dimension de création et avec une multitude souvent de compétences nécessaires, des gens qui vont travailler sur la partie scénaristique, des gens qui vont travailler sur l'environnement sonore, et Dieu sait que c'est important dans ce type de produit, et évidemment la direction artistique du point de vue graphisme, puisque voilà, ce sont aussi des objets que l'on regarde. Dans un jeu vidéo, on joue, mais on regarde, jeu vidéo. Donc la dimension un peu contemplative reste importante. Ça va faire beaucoup en moins de 48 heures, ça va ressembler à un marathon. Alors oui, c'est complètement comme les hackathons, les challenges effectivement en temps contraint. Il y a cette énergie très particulière à des défis un peu fous, presque intenables, mais en même temps, voilà, c'est comme ça qu'on a envie de faire cette démonstration. Déjà de fédérer un peu des passionnés, des gens qui se sont formés ou qui ont, sur la formation qui leur a été délivrée, qui ont complété et qui ont envie de faire ce pari, de créer en Corse et de créer dans cette économie culturelle qui pourrait effectivement en Corse bien correspondre, puisque on parle beaucoup de notre identité, de notre culture, on a un imaginaire et une géographie tout à fait spécifique, et ça, on veut croire qu'en fait, ce serait un atout formidable pour avoir une œuvre et une petite industrie culturelle un peu spécifique. Ouvert à tout le monde, quand même avoir un minimum de compétences, sauf peut-être sur le scénario. Sur la participation au Pixel Weekend, effectivement, c'est difficile d'arriver avec uniquement un appétit pour apprendre et être là dans cette énergie. Le but du jeu, c'est quand même, à la fin du week-end, d'aboutir et de montrer à un jury qui sera en plus quand même assez professionnel de véritables essais transformés. Pour le scénario, on a tendance à imaginer effectivement que les compétences techniques sont moindres. Néanmoins, je pense que le bon profil pour aborder cette compétition en tant que scénariste, c'est quand même d'avoir une bonne culture littéraire, de jeu ou d'anime, savoir comment se construit une narration, d'autant que le produit sera forcément très court et qu'il faut avoir un sens, on va dire, au moins de l'accélération entre un début, une fin et une péripétie minimum. Oui. On ne peut pas écrire un scénario il faut s'adapter aux contraintes. De jeux vidéo ou de films d'animation. Il va falloir quand même répondre à la contrainte principale qui est celle du temps. Et du coup, ça exige là aussi un petit peu de méthode. Alors, est-ce qu'il y a une formation qui est proposée justement aujourd'hui à l'université à Corté dans la création du jeu vidéo ou de l'animation vidéo ? Est-ce qu'elle existe ? Oui et non. En fait, il y a plusieurs formations qui aborde assez largement, assez généreusement les compétences qui sont importantes. Effectivement, on a une licence design numérique, on a à l'IUT aussi un DUT multimédia où sont abordées différentes techniques. Côté fac de lettres, il y a aussi évidemment tous les profils créatifs, que ce soit en département art ou potentiellement en littérature ou en histoire. Donc c'est là qu'on va puiser aussi les compétences justement scénaristiques. Et en fait, l'idée, c'est peut-être d'aller un peu plus loin et de se dire on a ces premiers viviers, et si on les mettait ensemble pour travailler dans une logique un peu de studio de développement. Un peu comme ça a été fait pour les premières formations liées à l'audiovisuel et au cinéma, qui peuvent d'ailleurs être aussi un des bons viviers et un des exemples peut-être à suivre pour développer en effet ce secteur en Corse. Alors comment les équipes vont se constituer ? Est-ce que
Elles vont arriver déjà toutes prêtes ou est-ce que c'est le hasard qui va constituer le... Eh bien, un peu des deux, en fait. Pour cette première édition, forcément, on va expérimenter et on a donné évidemment la possibilité aux équipes de se préinscrire et de se constituer en disant, ben voilà, toi, tu vas être notre dev, toi, notre graphiste, toi, notre sound designer, etc. Et donc ça, c'est super, puisque nous, on n'a presque plus rien à faire. S'ils s'inscrivent en équipe, c'est parfait pour nous. En revanche, on a bien conscience que tout le monde ne connaît pas justement forcément son alter ego dans l'autre discipline, puisque voilà, le monde de l'université, le monde aussi social est parfois cloisonné. On reste parfois avec des gens qui nous ressemblent. Et donc, un développeur connaît pas forcément un super littéraire. Ça va permettre ça aussi. Et donc, voilà, c'est aussi un petit peu le pari que l'on formule. Et donc, certains se sont inscrits dans une catégorie en étant un peu orphelins d'une équipe. Et on va, jeudi prochain, du coup, essayer de recomposer des équipes à partir de ces compétences. Alors, tout ça en 48 heures, on l'a dit, immersion totale dans l'univers Pixel. Faut quand même penser à prendre son matériel. Parce que ça, c'est pas fourni. Alors exactement. Du coup, comme c'est très libre que pour justement des profils qui vont en majorité être des jeunes formés ou des autodidactes, on n'a pas voulu imposer un logiciel plutôt qu'un autre, que ce soit en animation ou en jeu vidéo. Et donc du coup, libre à chacun de venir avec son propre outil et ses propres logiciels qu'il maîtrise. Sinon, en fait, ça pourrait s'apparenter à une sorte d'exercice. Allez, tous sur ce logiciel, alors que c'est pas du tout le but. 48 heures, ça fait quand même un peu court. Est-ce qu'on peut arriver avec un jeu ou alors avec une vidéo qui serait déjà un petit peu préparée à l'avance ? Alors là aussi, en fait, réponse un peu de Normande, c'est-à-dire qu'on a bien conscience de l'extrême difficulté. Et donc, en effet, on autorisera les participants à arriver avec des banques d'images qu'ils auraient déjà constituées. Dans le cas de certains graphistes ou développeurs, ça peut être le cas. Néanmoins, on tient aussi à ce que la dimension de défi soit un peu respectée, que l'énergie très particulière de ces temps-là fasse son œuvre. Et donc, on a déjà mis en place une petite contrainte thématique. Les produits, qu'il s'agisse de l'anime ou du gaming, devront faire un clin d'œil à notre histoire en faisant apparaître ou Pasquale Baoli ou Napoléon Bonaparte, d'une façon ou respectueuse historiquement, ou au contraire ironique ou poétique, comme ils veulent. Mais le jour du lancement, donc le 17 février au soir, on fera aussi l'annonce d'une autre contrainte thématique qui ne permettra pas de venir avec une œuvre toute faite en disant pendant 2 jours je la peaufine et hop, je la balance. Il y aura à minima des adaptations à faire. D'accord. Justement, qu'est-ce qui va superviser ce challenge et qui va départager les participants ? Alors, du point de vue de l'organisation, en fait, c'est un petit peu le service du Fab Lab qui va s'y coller d'une certaine façon, même si on a un peu élargi l'équipe, puisque depuis maintenant 1 an, on organise avec une série, on va dire, de bénévoles et de passionnés, des apéros autour de l'actualité du jeu vidéo et de l'animation, sur ces enjeux aussi bien économiques, culturel et technologique. Et donc, ça nous a permis aussi d'avoir un autre noyau dur qui va travailler avec nous, y compris sur les aspects tout à fait triviaux et logistiques. Quant à la façon de départager les participants, on va réunir des jurys, un jury en jeu vidéo et un jury en animation, avec là des profils vraiment professionnels, puisque l'idée, c'est de se dire que ce pourrait être un petit événement de tremplin pour certains, qui pourrait prendre conscience, qu'il y a peut-être plus qu'une passion, plus qu'une aspiration. Ce qu'on voudrait absolument éviter encore, c'est se dire il y a des talents et des envies qui ne pourraient pas s'exprimer parce que la Corse ne serait pas la terre d'opportunité qu'il leur faudrait. Or, il n'y a pas de raison. Sur les secteurs dont on parle, la dimension numérique nous permet finalement d'aborder tous les marchés. On n'a pas cette contrainte que parfois on nous rabâche, l'insularité serait une contrainte. Là, en définitive, elle n'existe pas. Et on aurait, à mon avis, en tout cas, et on est plusieurs à le partager, on aurait même un petit avantage qui est cette culture très spécifique qui pourrait être une sorte de signature un petit peu du territoire. Donc on l'a bien compris, au-delà de créer l'événement, l'objectif c'est identifier les talents, susciter des vocations dans une ambiance festive, positive, avec une émulation autour du jeu vidéo qui souffre pourtant encore d'une image négative. Alors pour casser ces clichés autour des jeux vidéo et des joueurs, on a fait appel à 2 spécialistes. C'est le moment de la rencontre. Suivez-moi, Vanina. Très bien. Messieurs,
bonsoir. Deux spécialistes Bonsoir. que vous connaissez bien, mieux que moi. Je vais quand même faire les présentations. Alors, Jean-Baptiste Léonet, vous êtes un tout jeune développeur. Vous êtes spécialisé dans l'infographie en 3 dimensions. Vous êtes originaire d'Ajaccio et vous poursuivez en parallèle votre cursus à l'Université de Corse. J'ai tout bon. C'est ça. On a également Paul-Antoine Colombagne. Vous êtes doctorant en littérature comparée. Alors, avec pour spécialité la littérature et les jeux vidéo, ça peut paraître surprenant comme spécialité. Alors, ça peut paraître surprenant. En fait, l'intérêt justement de la littérature comparée, dans laquelle moi je suis inscrite, c'est d'essayer de faire des parallèles en fait entre différentes pratiques médiatiques, on va dire. Donc là, en l'occurrence, c'était la littérature et le jeu vidéo. C'était de montrer en fait les connexions qui peuvent potentiellement exister. Et en fait, moi, je m'intéresse plus spécifiquement en fait à la pensée grecque. Donc la pensée telle qu'elle a été pratiquée par les Hellènes, en fait, enfin les Grecs anciens. Et quand on s'intéresse en fait à la pensée grecque, on s'intéresse nécessairement à la mythologie, puisque les deux sont liés. Et il s'agit de se demander finalement comment le jeu vidéo va pouvoir réactualiser en fait aussi bien une mythologie grecque, à travers des décors, des personnages, des monstres, etc. Mais aussi réactualiser une pensée grecque, une manière de penser qu'avaient les Grecs qui, potentiellement, on peut essayer de retrouver dans le jeu vidéo. Est-ce que ça a été compliqué de trouver un directeur de thèse ? Alors non, c'est-à-dire ça a été oui et non. C'est-à-dire ça a été compliqué d'abord de lancer le sujet à ma directrice de thèse, donc qui s'appelle Françoise Graziani. Parce que c'est pas un domaine qu'elle connaît, en tout cas pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un domaine qu'elle connaît. Et puis finalement, quand je lui ai montré un petit peu l'intérêt, quand on a commencé à cloisonner le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait des connexions à faire. Et disons qu'elle est très spécialisée sur la mythologie, sur la pensée grecque, donc nécessairement nos deux approches sont complémentaires. Vous l'avez convaincue. J'ai réussi à la convaincre. Alors, de quelle façon, respectivement, vous allez prendre part au projet Pixel Challenge ? Alors, moi, je pense, intégrer une équipe. Donc moi, ce serait plutôt sur la partie scénario, puisqu'en fait, en étudiant comme ça ça fait 5 ans maintenant que je suis en thèse, donc en 5 ans, j'ai commencé à décortiquer un petit peu les jeux vidéo, notamment du point de vue du scénario, puisque déjà en fait chez les Grecs, chez Aristote par exemple, on se pose la question de comment en fait on rédige avec un début, un milieu, une fin. Alors ça paraît un peu facile comme ça, mais il y a toute une réflexion d'Aristote sur en fait comment écrire à travers les mythes, à travers les rebondissements finalement. La tragédie, c'est ça, les surprises qu'on peut avoir. Et en fait, à partir de là, on fait le lien avec le jeu vidéo. Et donc, en pratiquant le jeu vidéo, on décortique. Et à ce moment-là, on peut essayer, quand on connaît en fait comment on rédige un jeu, comment on fait un jeu, du point de vue du scénario, on peut essayer de détourner cette manière de faire. Oui, s'inspirer de la mythologie grecque pour un scénario de jeu, c'est plutôt pas mal. Ouais, je pense qu'il peut y avoir pas mal de rebondissements. Ouais. Et vous, Jean-Baptiste ? Alors moi, je vais participer également, mais sous un autre aspect, donc l'aspect développement. Parce que j'avais le choix de participer sur la 3D, mais on s'est rendu compte que le développement, il va avoir moins de personnes là-dessus. Et c'est pourquoi je vais me positionner en tant que codeur, en fait. C'est ça qui a déterminé le choix ? Le jeu vidéo, mais ce ne sera pas forcément si simple. Hein. Non, mais en tout cas, c'est ce que je vais faire pendant ce Pixel Challenge. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans ces jeux vidéo ? Vous voulez parler dans l'aspect conception ou... Non, dans les jeux vidéo de manière générale, ou dans la conception d'ailleurs. Dans la conception, c'est parce que j'ai appris à coder en fait il y a assez longtemps et c'est cet aspect vraiment où on va pouvoir conceptualiser son jeu vidéo parfait qu'on a en tête en fait. Et en fait, ça peut être sympa et moi je trouve ça... Alors les images qu'on est en train de voir à côté de vous, ce sont les vôtres ? Alors oui. C'est certains projets personnels que j'ai effectués durant mes années d'études, en fait, sur mon temps libre. Sur votre temps libre, ça prend un peu plus de 48 heures quand même pour faire tout ça. En fait, c'était un essai pour voir en combien de temps on pourrait réaliser un petit prototype, et ça a été fait en 12 heures. Ah oui, c'est bon, il est dans les temps, hein, Vanina, je pense on a sécurisé, hein. Là, c'est le noyau dur du noyau dur, et il s'est sacrifié effectivement quelques heures pour qu'on vérifie que c'était quand même faisable et qu'on n'envoyait pas les gens non plus complètement dans le mur. Ça va être dur, mais c'est faisable. En sachant que j'ai géré tous les aspects en même temps, vu que j'étais seul et non en équipe. Ah oui, donc ça va aller beaucoup plus loin.
Et vous allez être dans la même équipe ou pas du tout? Non, on voit ça. On ne sait pas, on verra. Non, sinon c'est une équipe qui va gagner trop facilement. Donc, voilà, vous êtes je pense que je vais leur interdire d'être ensemble. Alors, évidemment, il y a la dimension technique, mais au-delà de ça, il y a une dimension culturelle qui est importante dans l'industrie du jeu vidéo. Et c'est pas forcément celle-ci à laquelle on pense en premier. Pourquoi, d'après vous? Alors, je pense que ce qui peut-être bloque un petit peu le jeu vidéo, c'est le jeu, en fait, tout simplement. C'est l'aspect divertissement. Ludique. Ouais, c'est ça, l'aspect ludique, l'aspect divertissement, qui peut-être nous empêche un petit peu de voir que, justement, le jeu vidéo participe aujourd'hui à l'émergence de culture. Alors, on pourrait revenir des heures durant sur cette culture-là, sur ce qu'elle dit, sur l'image qu'elle porte, sur peut-être les problèmes que ça pose sur une identité qui devient de plus en plus blanche, en fait, où on enlève de plus en plus des aspérités. Mais effectivement, ça s'inscrit complètement dans les nouvelles formes d'industrie culturelle, ça c'est sûr. Oui. On voit vraiment la différence entre les deux, la curiosité sur le scénario et l'histoire, davantage la compétence technique, mais j'imagine que vous gardez de vue quand même l'histoire au-delà de la conception. Même si je préfère m'orienter du coup sur cet aspect conception-là de graphisme ou de mécanique de jeu. En fait, c'est plus ça que je préfère, et du coup je vais prioriser plus ça que l'aspect scénario. Alors, est-ce que c'est la compétence technique qui va servir l'histoire ou c'est l'histoire qui va s'adapter aux contraintes? Alors il faut avoir en tête les contraintes quand on va faire le scénario. Et du coup, il faut savoir s'adapter à son développeur pour ne pas imaginer quelque chose d'infaisable, en fait, tout simplement. C'est de la chance, pas de monstre de la mythologie grecque pour vous. Voilà. Non, alors effectivement, mais c'est une vraie question que se posent toujours les studios. Finalement, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie l'aspect narratif ou est-ce qu'on privilégie le réalisme? Alors vous avez des jeux qui ont fait le choix, qui disent bon ben nous l'aspect visuel on met ça de côté, mais par contre on va essayer de raconter une histoire. Et puis vous avez au contraire des jeux qui disent bon l'histoire c'est pas grave, on utilise des stéréotypes. Et puis par contre on va vraiment s'intéresser à visuellement, à essayer d'être le plus près du réel finalement, d'imiter le réel. Donc il faut essayer de trouver une harmonie entre les deux. Voilà. C'est, je pense, un débat aussi qu'on peut déplacer, puisque je crois que sur le cinéma, on a pu dire exactement la même chose, spectacle ou œuvre. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un procès qui a été fait aussi à la littérature. Si on se ramène très loin dans l'histoire, enfin en tout cas début Moyen-Âge, etc., il y avait un procès qui était fait à la littérature au sens où ça divertissait les âmes, où du coup ça les faisait rêvasser à des choses parfois de l'ordre du péché. Dans la Divine Comédie de Dante, il ne faut pas oublier qu'on envoie quand même en enfer des lecteurs de romans. Et donc du coup, en fait, on se rend compte que c'est une sorte de reproche et une critique qui se fait à chaque mise en place de nouvelles pratiques culturelles, de nouveaux médias, d'imaginaire. Donc effectivement, en ce moment, c'est le jeu vidéo qui continue à incarner cette espèce de diable. Quand moi j'étais adolescente, où le jeu vidéo apparaissait à peine, donc on n'avait pas encore toutes les foudres qui se déclenchaient, c'était beaucoup tout ce qui relevait du dessin animé, puisqu'à l'époque, du coup, on disait la violence des mangas notamment, etc. Donc, en fait, c'est des espèces de critiques qui rebondissent avec parfois des vraies problématiques, qu'il ne s'agit pas du tout nier. Mais il y a cette défiance qu'on retrouve envers de nouvelles pratiques culturelles. C'est vrai que l'image du jeu vidéo, elle est vraiment soit complètement négative, tout est noir, avec des reproches faits aux écrans pour les plus petits, avec une dimension complètement asociale du joueur. Et à l'inverse, ça peut devenir aussi une qualité pour le recrutement d'entreprises, parce que ça aiguiserait la réflexion, l'esprit, la vivacité. Vous êtes plutôt de ce point de vue-là, j'imagine? Puis on a les serious games, donc qui sont en fait des jeux pédagogiques qui vont permettre d'apprendre en jouant tout simplement. Et oui, dans ce cas-là, ça peut aussi développer les réflexes en fait. Donc dimension culturelle, dimension pédagogique également. Un bon dosage aussi entre la réalisation technique et le scénario. Il y a également... Petite anecdote, la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui a publié une offre de stage. Alors peut-être qu'elle pourra vous intéresser. Justement dans le service sécurité des systèmes d'information et qui recrute des joueurs de Fortnite. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Ah ben oui, évidemment. Oui, c'est le gros buzz du moment, Fortnite. Alors en quelques
en quelques mots, rapidement, le principe de ce jeu? En quelques mots, c'est un jeu multijoueur où on va avoir 100 joueurs qui vont s'affronter tous contre, et c'est en fait le dernier qui va survivre qui pourra remporter. Alors, c'est pas par rapport à ses compétences techniques de joueur, c'est parce que eh bien, les joueurs, entre eux, détourneraient l'utilisation principale du jeu pour discuter sur des sujets qui seraient potentiellement dangereux. Finalement, ça fait un peu peur, mais on va complètement abandonner cette dimension-là. L'émission est presque terminée. Je vous remercie infiniment à tous d'être venus au rendez-vous pour parler de cette dimension en noir et blanc de l'image du jeu vidéo et évidemment le Pixel Weekend. On rappelle ce challenge qui va durer 48 heures pour réaliser soit un jeu vidéo, soit un film d'animation. On peut s'inscrire encore jusqu'à ce soir, minuit deadline. Ensuite, rendez-vous les 16 et 17 février prochains. Merci infiniment. Passez une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Ciao. Et plus tard, ça fera 1 minute 30, 2 minutes.